Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Quels seront les candidats retenus pour la présidentielle de décembre 2020 en Centrafrique? Eh bien, le dépôt de candidature se poursuit, mais on sait d'ores et déjà que l'ancien président Michel Djotodia ne sera pas dans la course. Réchauffement des relations entre le Burundi et l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil permanent de l'OIF a en effet approuvé une résolution portant la levée définitive des sanctions prises il y a 4 ans contre le Burundi. Et puis plusieurs régions du Kenya se noient après des mois de pluie torrentielle. Habitations et culture ont été englouties, poussant des milliers de personnes sur les routes. Gros plan dans ce journal. Mais tout d'abord, ce sont les victimes collatérales de la guerre dans le Tigré. Des milliers d'Éthiopiens, dont des soldats, fuient quotidiennement vers le Soudan pour échapper aux combats qui font rage dans cette région depuis plusieurs jours et qui ont déjà fait des dizaines de morts. L'armée soudanaise a été déployée à la frontière pour réguler les flux. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok aurait proposé sa médiation alors que la communauté internationale alerte sur les risques d'embrasement. Rappelons que le Tigré est une région dissidente du nord de l'Éthiopie où les autorités mènent depuis le 4 novembre une opération militaire d'envergure. Je ne serai pas candidat, ce sont les mots de Michel Djotodia, ancien président centrafricain et ex-leader de la Seleka, qui renonce à la présidentielle du 27 décembre 2020. Il estime ne pas remplir les conditions d'éligibilité et appelle les candidats potentiels au respect des textes constitutionnels et législatifs. On fait le point tout de suite avec Nathalie Mo. Les élections du 27 décembre 2020 en République centrafricaine doivent ramener la stabilité dans le pays. C'est l'avis de l'ex-président et chef de la Seleka, Michel Djotodia. L'ancien dirigeant centrafricain a renoncé à se présenter à la présidentielle. J'ai décidé de ne pas me porter candidat aux prochaines élections présidentielles et législatives puisque je ne remplis pas toutes les conditions d'éligibilité, entre autres celles liées au séjour, sinon à la résidence sur le territoire national, au moins un an avant le dépôt de candidature. Michel Djotodia a appelé les aspirants à la présidence centrafricaine à respecter le code électoral. Pour lui, tous ceux qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité requises devraient, comme lui, renoncer à présenter leur candidature. Si lui, il a le courage d'avouer publiquement qu'il ne remplit pas cette condition, il se pose en modèle par rapport à d'autres candidats, notamment de poids lourds tels que François Bozizé, qui sont dans ces mêmes cas et dont la candidature risque d'être un engagement, d'être un arrangement avec les textes légaux et ça risque après de poser problème. Michel Djotodia est de retour en République centrafricaine depuis septembre 2020. Il a dirigé le coup d'État qui a mis fin au règne de François Bozizé en 2013. Porté à la tête du pays, il s'est vu contraint à l'exil en janvier 2014 en raison de dissensions nées au sein de la rébellion Seleka dont il était la figure de proue. Le Burundi va pouvoir pleinement reprendre sa coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil permanent de l'OIF a en effet approuvé une résolution portant la levée définitive des sanctions prises contre le Burundi. Une décision qui intervient après 4 années de suspension. Plus de précisions avec Neil et Claude Bessa. Avancée diplomatique entre la francophonie et le Burundi. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé de lever toutes les mesures restrictives prises contre ce pays d'Afrique de l'Est à la suite de la crise de 2015. Suite à cela, le Burundi a réintégré l'organisation et est redevenu membre à part entière de la francophonie. Je pense que le retour du Burundi dans le giron de la francophonie est une bonne nouvelle d'abord parce qu'il signe une forme de normalisation des relations internationales pour le Burundi et il ouvre également au Burundi l'accès aux opportunités de coopération que peut comporter la coopération multilatérale francophone. Il faut espérer que la reprise des relations dès le 4 novembre avec le Burundi marque une normalisation du partenariat avec la francophonie. Les observateurs burundais ont indiqué que les sanctions avaient été prises au plus fort de la crise née de la décision du président de l'époque, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3e mandat en 2015. Le pays a plongé dans une crise politique qui a fait près de 1000 victimes,
et poussé plus de 400 000 autres personnes à l'exil dans plusieurs pays voisins. En avril 2016, l'organe de coopération multilatérale francophone a suspendu le pays lors de sa 97e session à l'exception des programmes bénéficiant directement à la population. Ce retour à la normale peut être extrêmement bénéfique aux Burundais parce que la francophonie reste une organisation qui fait sens dans les pays où on parle le français. Elle a des programmes culturels, notamment en direction des enseignants, en direction des étudiants, des élèves. Elle a des programmes en direction des femmes, des jeunes. Elle a des programmes en direction du développement local, des programmes en direction notamment aussi de la promotion des nouvelles technologies, de l'égalité homme-femme et de la promotion de la langue française. En rappel, le Burundi a rejoint la francophonie en 1970, 8 ans après avoir obtenu son indépendance de la Belgique. Avec l'arrivée en juin 2020 du président Évariste Ndayishimiye, le pays compte renforcer ses relations bilatérales avec les autres pays ainsi que les organisations internationales. Signaler des délits fiscaux pour améliorer le recouvrement des recettes. Avec le lancement de la plateforme iWhistle, la Kenya Revenue Authority renforce sa vigilance face aux stratagèmes d'évasion fiscale orchestrés et conçus par des prestataires de services professionnels ou par des institutions financières. Explication avec Neilé Claude Bessa. Déploiement d'un portail web en ligne pour lutter contre l'évasion fiscale au Kenya. Lancé par la Kenya Revenue Authority, ce portail web améliorera la confiance des contribuables dans le système fiscal et permettra à l'État de réduire considérablement les fuites de revenus et de récupérer les impôts perdus. La plateforme iWhistle jouera un rôle clé dans la surveillance des abus fiscaux, de la fraude, de la dissimulation et des comportements contraires à l'éthique du personnel de la Kenya Revenue Authority. Cela marque une étape importante dans la consolidation de la bonne éthique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Pour stimuler l'utilisation de ce système, le président Uhuru Kenyatta a ordonné au Trésor national et à la Kenya Revenue Authority de modifier le système de récompense des informateurs pour augmenter le montant de la récompense du maximum actuel de 2 millions de shillings à 5 millions de shillings. Ce système a été développé dans le cadre des efforts pour réduire les fuites de revenus et améliorer le recouvrement des recettes en instituant diverses mesures de renforcement des recettes. La mise en place d'une autorité de lutte contre l'évasion fiscale ne peut être qu'une chose bénéfique pour le Kenya et cela va permettre notamment au niveau informatique de collecter des données afin de pouvoir être plus efficaces dans leur politique de lutte contre l'évasion fiscale, non seulement au niveau national mais aussi au niveau international. Les crimes que les Kenyans sont tenus de signaler comprennent la corruption, la dissimulation, les conflits d'intérêts, l'évasion fiscale, la fraude, l'abus de pouvoir, le défaut par un contribuable de soumettre des déclarations fiscales à la date d'échéance, la fabrication de produits contrefaits, entre autres délits fiscaux. Des poubelles qui flottent au milieu de la route, des bouches d'égout complètement saturées, des rez-de-chaussée inondés et des habitants désemparés. Plusieurs quartiers de la vallée du Rift au Kenya sont sous l'eau après des mois de pluie torrentielle. Une situation qui a obligé des centaines de personnes à abandonner leur foyer, laissant derrière elles leur principale source de revenus. Les détails avec Fanny Mounichi et Corinne Kamdem. Ruth Wanjiru a tout perdu. Les inondations autour du lac Naivasha, dans le bassin de la vallée du Rift au Kenya, l'ont forcée à fuir. Les petites maisons de location qu'elle avait fait construire dans la région ont également été dévastées, la privant de sa principale source de revenus. Nous sommes ici depuis 1997. Quand il y a eu le premier El Niño, nous étions également ici lors du second El Niño et nous n'avons jamais été témoins d'une telle destruction. J'ai abandonné ma maison le 10 mai, mais l'eau n'était pas encore arrivée chez moi. J'avais 6 locataires, mais ils sont maintenant partis. Le dernier est parti dimanche. Tout est inondé maintenant. Cette situation est le résultat de plusieurs mois de pluie torrentielle dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, provoquant des hausses records des cours d'eau de la région et l'inondation des zones environnantes. Les cultures ont également été détruites et la montée des eaux a amené de nouveaux dangers, comme la présence d'animaux sauvages près des habitations. Ce qui est déroutant, c'est que l'eau ne coule pas ici, mais elle vient du sous-sol, ce qui signifie que le sol est meuble.
L'eau est sale et avec elle, nous avons des animaux sauvages comme des hippopotames qui passent maintenant ici. Il est devenu très dangereux de se promener, même dès 7 heures du soir. Selon les Nations Unies, au moins 3,6 millions de personnes ont été affectées par les inondations en Afrique de l'Est. Au Tchad, l'importation de produits pharmaceutiques pour animaux coûte en moyenne 300 millions de francs CFA par an. Une charge budgétaire qui pourrait encore augmenter de 30% d'ici 10 ans. Face à cette situation, la production locale de vaccins urge. Les laboratoires de recherche sont d'ores et déjà sur le qui-vive. Voyez ce reportage de Mama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Depuis plusieurs décennies, le Tchad dépense environ 300 millions de francs CFA par an pour importer des vaccins afin de lutter contre les maladies animales et préserver ses cheptels. Pour limiter ces charges budgétaires, le gouvernement mise désormais sur le renouvellement et la modernisation des équipements des laboratoires de l'Institut de recherche en élevage pour le développement, une structure héritée de la période coloniale pour satisfaire ses besoins en vaccins pour les animaux. C'était un laboratoire qui est de renommée internationale. Et je crois que ça a desservi toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, en vaccin, même en Europe. Vous voyez, même en Europe, avant, les gens venaient prendre donc des vaccins au niveau des laboratoires de Farsha. Comme nous avons déjà les 2 appareils qui viendront, donc, si Dieu le permet, en 2021, nous avons ces 2 appareils qui seront donc présents. Et nous avons aussi l'assurance qualité qui va donc progresser. Et je crois que nous allons tout mettre en œuvre pour que la production des vaccins viraux puisse vraiment donc être une réalité. En dépit de la vétusté des équipements de ces laboratoires, l'apport de l'Institut a été décisif dans la lutte contre les maladies animales, les recherches scientifiques et les formations académiques des jeunes dans le domaine de l'élevage en Afrique francophone. Pour assurer pleinement ses missions, l'Institut de recherche en élevage pour le développement s'inscrit dans un processus d'assurance qualité et a signé des accords avec d'autres structures de recherche de renommée internationale. Nous avons lié des informations étroites avec surtout le Maroc. Le Maroc il est très vraiment donc, avancé dans ce domaine-là. Il produit presque plusieurs gammes de vaccins. Même en Europe, il vend ces vaccins en Europe, vous voyez. Donc nous aussi, on a ces labels-là. On peut le faire autant. Et nous allons donc entretenir nous avons donc un accord déjà avec le Maroc. Et nous avons aussi un accord avec l'Afrique du Sud. C'est un pays qui est vraiment très développé dans le domaine aussi de l'élevage. Et il produit aussi des vaccins de très bonne qualité. Et là également, nous avons ces accords-là. Donc dès que nous aurons maintenant notre appareil, donc nous aurons besoin d'une assistance technique. Et là, ils sont prêts. Pour rappel, l'Institut de recherche en élevage pour le développement est une structure de recherche héritée de l'administration coloniale qui jadis produisait et desservait toute l'Afrique francophone et une partie de l'Europe en vaccins contre les maladies animales récurrentes. Un mot de sport pour clôturer ce journal. Rien ne va plus entre la Confédération africaine de football et la radio-télévision nationale congolaise. L'instance du football africain réclame à la RTNC plusieurs centaines de milliers de dollars d'arriérés de droits de retransmission de matchs à l'échelle continentale. Une rencontre entre les 2 parties a eu lieu à Kinshasa. Et si aucun accord n'est trouvé, la télévision publique congolaise sera privée de la retransmission des prochains matchs et notamment de la rencontre entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.